L'IA aujourd'hui, c'est que du autocomplete, c'est tout. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on refait un petit peu la raison pour laquelle on est devenu recruteur. C'est pas pour mettre à jour les ATS en fait, c'est pour créer de la relation, on aime bien l'être humain. Tu passes de je cherche des candidats à je cultive des relations. Alors, c'est ça qui est beau. C'est ça le futur de recrutement en fait. Plus attendre les candidats, les identifier avant qu'ils sachent eux-mêmes qu'ils sont candidats. Les taux de réponse LinkedIn sont passés, alors sans exagérer, on est passé de 3% à environ 20%. Pendant qu'on débat, les autres déploient. Il faut aussi mettre des garde-fous, etc. Mais let's go, quoi. Il faut un peu exécuter. Bienvenue dans TamTam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Et bonjour à tous, aujourd'hui on accueille David et pour le présenter, David c'est qui? Il a mis le feu au Talent Lab Futur de Laurent Brouat avec sa keynote d'ouverture. Il a créé Grosse Tribe il y a 10 ans et il a permis d'évangéliser ce terme de grosse partout dans le monde. Aujourd'hui il est sur un autre défi, un défi de taille dont beaucoup de gens parlent mais peu de gens font vraiment bien les choses, c'est l'IA. David il explore l'IA en long, en large et en travers depuis maintenant des années et il crée genre vraiment un projet à la seconde. Allez voir son profil LinkedIn, il change toutes les semaines, il teste, il explore une vraie logique en fait de growth appliquée à l'IA et c'est ça que j'aime bien. Aujourd'hui, je suis ravi d'échanger avec lui sur le sujet donc de l'IA appliquée au recrutement dans le cadre d'une sorte de petit hors-série de TamTam sur les pratiques RecOps. David, bienvenue à toi. Est-ce que tu vas bien? Au top. Ouais, je suis vraiment bien là, par un petit rhume, donc de temps en temps, il y aura peut-être une petite voix nasale. On va dire. Le rhume de fin décembre, c'est ok. Peut-être que tu vois, genre aujourd'hui, tu as un outil d'IA qui peut t'enlever ton rhume en post-prod, je sais pas, on verra. J'ai rencontré un client hier qui fait du médicament personnalisé justement. Donc Truc ça de arrive. ouf. Truc de ouf. Franchement, ça, rien ne s'arrête. Est-ce que du coup, tu peux, pour les gens qui te connaissent pas, te présenter en allez, 1-2 minutes top chrono? Ouais, donc je m'appelle David Arnoux. Je suis dans les startups, les scale-up depuis à peu près 20-22 ans, un peu corporate aussi. Pendant 10 ans, j'ai dirigé Growth Tribe, en effet. On était une grosse boîte de formation en digital et en IA avant que ça soit à la mode. Et aujourd'hui, j'ai un peu deux, trois casquettes. Un, c'est Humanoids. On est un venture studio, donc on crée des entreprises. On tente de les créer de manière quasi autonome. On a à peu près 1 million de CA sur ces boîtes-là. On vient de commencer il y a 9 mois. La deuxième chose que je fais qui serait peut-être intéressante pour aujourd'hui, je fais des transformations IA. Donc j'ai plus de 20 missions maintenant, scale-up, corporate, etc. Et je fais de plus en plus de recrutement. Donc je ne suis pas un spécialiste, mais j'en fais de plus en plus. C'est là que le besoin explose en ce moment. Et pour rester à la pointe, je co-anime aussi une communauté qui s'appelle Gen AI Circle, donc Generative AI Circle. On est 400, il y a des devs, des founders, des consultants, il y a des recruteurs, et c'est mon labo, et on a 6 mois d'avance sur tout le monde, en gros. Donc c'est là que je reste un petit peu à la pointe de ce qui se fait. Trop bien, un vrai explorateur du sujet. Et en vrai, ce que j'aime bien, c'est que du coup, tu vois, moi, je t'ai redécouvert, enfin, je te connaissais déjà par rapport à Growth Tribe, mais je t'ai redécouvert l'autre jour à l'événement de Laurent. Et je trouve ça vraiment, t'as une logique pragmatique et concrète de l'IA, là où t'as beaucoup de bullshit sur LinkedIn notamment. Et donc, hâte de voir du coup ce que tu peux nous raconter de l'IA dans la vraie vie, avec, comme Ouais. tu dis, un petit peu d'avance. Avant qu'on passe dans le cœur du sujet et la première partie, je propose une petite intro avec des questions. J'ai générateur de questions aléatoires. Donc, je te pose une première question, je te laisserai y répondre, puis du coup tu m'en poseras une, je t'en poserai une, et ainsi Ouais, de suite. On en fait 4, hein, parce que si on en ça fait marche. 40, on va saouler tout le monde. Première question que j'ai pour toi, qui a été générée, c'est si tu devenais un zombie, qu'est-ce qui t'embêterait le plus? Je pense qu'ils sont. C'est les zombies rapides ou les zombies lents? Parce que ça Euh, dépend tu- des films que tu Allez, regardes. tu vas être un zombie lent. Un zombie lent, bah, c'est la lenteur. Le fait de ne pas pouvoir attraper les êtres humains plus rapides pour pouvoir les dévorer. Et tu pourrais plus utiliser Claude en tant que zombie, peut-être, donc c'est pas Ah, ouf. peut-être que Ou alors, si, hein, qui sait. allez, je te laisse du coup m'en poser une. Normalement, Oui, t'as le citation. alors celle-là, elle est pas cool. On va en faire une. Merci d'en choisir une bien. Si tu pouvais m'expliquer, oh là là, ça c'est très Gen Z. Tu peux m'expliquer ton travail en emoji, s'il te plaît? Mon travail en emoji. L'emoji fusée, parce que j'aide les boîtes que j'accompagne à devenir plus efficaces en recrutement. L'emoji soleil, parce que du coup, j'essaie de le faire avec pas mal de positivité. Et l'emoji qui rigole, parce qu'on fait toujours des blagues en formation avec mon associé. C'est bon ça. Ouais, elle est dure celle-ci. J'avoue, très Gen Z, j'aurais pu te faire un emoji 6-7 et te faire le machin, tu sais, là où les gens bougent leurs mains, mais je suis pas à ce niveau-là encore de hype. Deuxième question pour toi. Si tu avais un bouton magique sur ton bureau qui te livre tout ce que tu veux, quand tu veux, ça serait quoi?
Bah là, il me faudrait une aspirine, mais d'une manière un peu plus générale. Donc c'est bouton magique. Ouais, ça livre tout ce que tu veux quand tu veux. Bon, la paix dans le monde. On va rester, Ah, nice. voilà, et retirer l'anxiété de tous ces êtres humains qui font du travail parfois qui n'est pas fait pour l'être humain. Ce serait pas mal, hein. Je Ouais. valide. J'aime bien, il y a à peine une déformation professionnelle sur ce que tu dis là. Et je te laisse du coup poser ta deuxième question et après on passe au vif du sujet. Quel est le prochain week-end ou voyage que tu prévois? Alors, je peux répondre à week-end, mais voyage, on va faire notre lune de miel au Japon l'année prochaine, dans quelques mois. Donc, très, très, très content. J'y suis déjà allé il y a 6 7 ans et c'est le seul pays du monde où je me suis dit, genre, je pourrais y aller tous les ans s'il le faut, tellement il est incroyable. Donc, écoute, assez hâte. Je sais pas si t'es déjà allé, toi, mais assez canon comme Ouais, pays. non, je suis d'accord. Trop trop bien. Écoute, merci pour de t'être prêté au jeu. Il y en aura deux autres petits jeux dans le cours de l'épisode, mais d'abord, on va parler à des choses beaucoup plus sérieuses. J'ai une première partie pour toi, c'est vraiment au niveau global, sans parler de recrutement, mais vraiment l'IA en entreprise. Tu l'as dit, toi, c'est ton cœur le sujet, tu fais ça tous les jours. Toutes les semaines, il y a des nouveautés. Pour toi, c'est quoi les trucs les plus dingues aujourd'hui qui se passent dans le monde de l'IA au moment où on se parle? Alors, je précise aussi qu'on enregistre, on est en décembre 2025, donc peut-être le moment où sera diffusé dans 2 mois, peut-être que tu auras des trucs qui seront de dingue qui seront sortis. Là, sur l'année, disons 2025, si tu devais généraliser, c'est quoi les trucs les plus dingues que tu as pu voir? Alors déjà, d'un point de vue un peu plus macro, c'est le fait que OpenAI soit complètement rattrapé par Gemini, par Google, qui détient tout le stack. Donc ça, je trouve ça assez hallucinant. Et je pense pas qu'OpenAI... on verra. Mais je pense qu'OpenAI va vraiment avoir du mal à créer des sources de revenus. Mais après, ce qui me fait halluciner en ce moment et depuis novembre 2022, en fait, c'est pas une seule techno, quoi. C'est vraiment comment elle se combine. Alors, le truc le plus fou pour moi, c'est l'idée du second cerveau ou plusieurs seconds cerveaux. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'utilise un truc qui s'appelle Claude. J'utilise Claude Code, alors que je suis pas un codeur, vraiment comme un copilote. Pas juste pour répondre à des questions, mais il a accès à mes fichiers, mes notes, mes projets, et je lui dis, par exemple, hey, reprends le brief qu'on a fait la semaine dernière et propose-moi une V2. Et il le fait. Je suis rédacteur en chef. C'est pas de la magie, c'est juste qu'il a du contexte. Après, il y a des problèmes de cybersécurité, etc., etc. Mais à mon niveau, j'ai mis en place des garde-fous par rapport à cette sécurité. Et spécifiquement avec Cloud Code, je peux même lui dire, crée-moi un prototype de cette idée. En 1 heure, il y a quelque chose de fonctionnel. Donc j'ai plusieurs assistants qui me connaissent, qui ont plusieurs compétences. Il y a 18 mois, ça prenait une équipe de dev ou des custom GPT sur ChatGPT, par exemple. Mais le vrai, on va essayer de pas faire trop d'anglicisme, mais le vrai game changer, on va dire, c'est vraiment les systèmes multi-agents. Alors imagine ça, t'as pas une IA, tu as une équipe d'IA, un agent qui analyse, un qui génère, un qui vérifie la qualité du travail des autres, un qui planifie. Nous, c'est ce qu'on fait chez Humanoids. On a 17 essaims d'agents, c'est comme les abeilles. J'ai des Ouais. ruches d'ailleurs. On se fait tuer par les frelons asiatiques en ce moment. On a 17 essaims d'agents qui tournent en permanence. L'idéation, la validation, la création de contenu, le support client, c'est pas parfait, mais je trouve que le travail humain n'est pas parfait aussi. Et on est parfois moins quali que ce qu'on pense. Et en gros, on a 4 humains pour piloter 8 boîtes sur ces boîtes-là. Et l'idée, c'est vraiment que ces essaims sont capables de faire de la détection de signaux faibles, par exemple. Des choses que l'humain n'était pas censé faire. Et peut-être qu'on en parlera si on parle de cas d'usage, mais on peut scanner Arxiv, GitHub, LinkedIn en temps réel pour prédire des comportements. Alors que ça mettrait des heures et des heures pour un humain à le faire. Voilà. Et en termes d'outils concrets, parce que j'aime toujours donner des outils concrets, tu as Ouais. des trucs comme N8N, N8N Hmm. ou Make pour créer ces machins multi-agents. C'est le second niveau quand même. Le premier niveau, moi, je recommande toujours aux gens de commencer à utiliser Cloud Projet, même plus que ChatGPT ou Custom GPT. C'est comme un cerveau central. Et ensuite, Cloud Code ou Lovable ou Replit pour faire du prototype. Et pour faire de la recherche, Perplexity pour la Mm, mm. recherche augmentée. Ouais, tu avais fait il y a pas longtemps un visuel trop chouette de tous les outils que tu utilises. Et d'ailleurs, j'avais pas prévu de poser cette question, mais c'est un peu, je trouve, un risque. Et je pense, comme toi, j'ai un problème, c'est que genre j'ai trop de souscriptions à des outils IA. Comment tu gères le fait de pas payer en fait plus que tu gagnes dans des SaaS auxquels tu payes? Pas. Tu gères pas. Je gère pas. J'ai fait un post sur LinkedIn qui a pas mal buzzé, où en gros il y a pas mal de gens qui m'ont proposé leurs solutions. Il y en avait un notamment qui s'appelait Cardboard, je crois, donc comme papier carton mais en anglais, Mhm. Cardboard, qui est censé regarder tes factures. De temps en temps, je regarde mon compte en banque et je me dis tiens, je me sers plus de cet outil-là.
Mm. mais je gère mal. Après, c'est logique et en fait, on est encore au niveau à découverte. Il y a plein de choses qui sont toutes nouvelles. Enfin, tu vois, il y a quelques semaines, j'ai installé Whisperflow, je peux plus les installer, c'est incroyable. Genre, t'as plus besoin de taper tes mails. Enfin, t'es là, genre, je paye que 10 balles par mois pour un truc qui me permet de plus écrire et de plus avoir de crampes à la fin de la journée. Enfin, Ça, c'est hallucinant. bref. Ça. Mais Ouais. ça, du coup, c'est un peu. Mais justement, Léo, est-ce que tu penses que l'être humain était fait pour tapoter sur ce genre de machine? Alors ça, non, clairement. Après, il s'améliore les claviers, tu vois, enfin, t'en as qui sont assez agréables, mais surtout des journées entières quand t'as des bureaux comme ça, enfin, quand on a des jobs de service où on passe beaucoup de temps à faire des mails ou quoi, ça fait aucun sens. C'est beaucoup trop. Et du coup, t'as les mains libres et c'est même beaucoup plus agréable. Et je trouve qu'en plus, quand tu dictes plus que quand tu écris, du coup, t'as un style qui est beaucoup plus agréable à lire parce que tu écris comme quand tu parles. Donc en fait, t'as coup double, t'as plus mal aux mains et en plus, du coup, tu gagnes du temps et en plus, du coup, t'écris mieux. Donc pourquoi faire T'imagines ton autrement? optimisation de performance, rien que sur ça. T'appuies sur ce petit bouton-là sur ton clavier et tu dictes. C'est incroyable. C'est ouf, c'est ouf. Et du coup, donc, je le mettrai aussi en commentaire de l'épisode. Donc, c'est Whisperflow, c'est W-Y-S-P-R comme son murmure, et Flow, F-L-O-W, avec un espace entre les deux. C'est assez chouette. Bon, il y a des équivalents, je suppose, qui existent, mais je trouve que celui-là est quand même assez canon. Ouais, si Avec vous êtes même, en entreprise, ouais. Copilot le fait aussi. Un peu moins bien, mais Copilot le propose aussi. Mais c'est ça qui est dingue. Donc ça, là, on parle de choses qui sont des choses dont tout le monde parle, etc. Mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est, tu vois, quand je vais dans des événements comme l'événement de Laurent l'autre jour, et dans la vraie vie auprès de mes clients, il y a un vrai gap. Côté adoption, toi, en entreprise dans lesquelles tu vas, est-ce que tu vois une différence entre la hype de LinkedIn et entre l'adoption réelle en entreprise? C'est quoi le Alors, gap? moi, je trouve qu'il y a du très bon contenu sur LinkedIn et sur X aussi. Après, il faut savoir trier un petit peu. C'est ça. D'ailleurs, on est en train de créer un outil justement pour pouvoir trier, pour voir quels sont les posts qui fonctionnent. Peut-être que je le pluggerai plus tard. Alors, il faut être honnête, oui, il y a un gros gap, un décalage entre ce qu'on lit souvent en ligne et la réalité. Donc, on les a vus, les posts. Il y en avait un hier, c'est j'ai automatisé toute une agence de recrutement avec un seul post, un seul prompt. J'ai mis le commentaire, j'ai reçu le prompt. C'était assez naze. Ça fonctionnait pas, quoi. Après, c'est ce qui fonctionne sur ces algos, c'est le clickbait, etc. La réalité, donc, c'est que... Je vais peut-être faire une réponse un tout petit peu plus longue. ChatGPT, ça existe depuis novembre 2022, ok? Donc, depuis 2 ans. Combien de recruteurs l'utilisent vraiment au quotidien? Combien de commerciaux? On nage dans les outils, comme on disait, on patauge dans l'adoption. Moi, ma conviction, c'est que même si l'innovation s'arrêtait aujourd'hui, on aurait 5 à 10 ans de travail rien que pour adopter ce qui existe déjà. Et tu le vois sur les projets de transfo, les projets d'adoption, c'est vraiment un facteur humain qui est plus important que la partie techno. Alors maintenant, les boîtes, elles cartonnent quand elles ont compris 3 choses. On va essayer de garder les choses simples. C'est mon opinion. Un, elles focalisent sur les bons cas d'usage. Tu fais un 2 par 2, impact, facilité. Tu fais du facile et du gros impact pour commencer, et après tu fais du gros impact. C'est pas 15 projets en parallèle, un projet, 2 semaines, on mesure, on itère. Le choix du cas d'usage, il est crucial. 2, elle pense retour sur investissement long terme, pas gadget, pardon, parce qu'il y a quand même un investissement. Je pense que l'investissement pour une boîte 440, etc., pour pouvoir commencer à faire ce genre d'adoption, c'est au moins 100 000 euros, je pense. Donc il faut penser ROI, retour sur investissement, RSI, sur le moyen et long terme, même si on peut avoir des cas d'usage qui ont de l'impact sous 2-3 mois, disons. Et ensuite, elles mettent les bonnes incentives. J'ai oublié comment on dit incentive en... Ouais, un peu la carotte, français. quoi, on va dire. Enfin, ça donne Voilà. envie d'y aller. Ouais. Donc, par exemple, on a vu le cas d'école et j'ai parlé à quelques personnes de chez Shopify. En effet, si tu es manager et que tu demandes une embauche, la première question, c'est pourquoi l'IA peut pas faire ce job. Donc, ça change la mentalité. Voilà. D'autres exemples, il y en a plein des exemples. Je veux dire, Mercado Libre, alors ça, c'est quelque chose que j'ai lu en Amérique latine, 90% de leurs listings produits sont générés par l'IA. Duolingo, ils ont restructuré, mais ils étaient obligés parce qu'ils se pétaient la gueule toute l'équipe de traducteurs, etc., etc. L'Europe, comme d'hab, c'est peut-être pas plus mal, on a un petit peu de retard, pas forcément sur tout, mais on a un petit peu de retard, que ce soit sur les modèles fondamentaux ou sur les applications. On a de superbes boîtes en France et en Europe, mais d'une manière générale, au niveau de l'adoption des entreprises, on a, je trouve, parce que je bosse entre les US et l'Europe, un petit peu de retard. Mais la bonne nouvelle, c'est que une accélération, ça peut condenser ce retard, à condition que s'y mettre, que le leadership y soit surtout, que la direction comprenne et fasse partie du jeu et de la stratégie.
Ouais, faut aller un peu plus vite et rattraper. J'ai une grosse question pour toi là, ce sera ma dernière de cette première partie. Tu vois, moi, c'est un truc que je constate quand on vend des formations, des ateliers ou de l'audit IA. Les gens nous disent, bah, en fait, on a peur parce que IA Act, parce que RGPD, parce que éthique, parce que machin. En gros, on a une vision qui est assez conservatrice sur ça, où les gens, c'est la peur qui les freine. Est-ce que tu verrais d'autres freins à l'adoption de l'IA selon toi, à part le côté régulation qui va faire peur aux gens? Hmm. Bah, la partie régulation, en fait, elle est. C'est marrant parce que je parlais à un dirigeant il y a 6 mois. On a commencé un projet IA. Et lui, en gros, alors c'est pas un Français, je dirais pas le pays, etc. Il m'a dit le RGDP, j'en ai rien à foutre. Je préfère payer 5 millions d'amende plutôt que d'être en retard avec ça. Let's go. En France, on a une culture française, on est très intellectuel, on réfléchit énormément, on réfléchit souvent en termes de problèmes plutôt que de solutions. Il faut savoir qu'au niveau de l'université, etc., on est quand même pas mal éduqué à la Roland Barthes, à la Lacan, pas au pragmatisme protestant, pas au pragmatisme solution. On adore débattre, conceptualiser, remettre en question. C'est une force pour la pensée critique, mais ça peut devenir une excuse pour rien faire. Oui, mais les biais, oui, mais l'éthique, oui, mais le RGDP, tout est vrai. En même temps, pendant qu'on débat, ben, les autres déploient. Ou c'est pas mal ça, pendant qu'on débat, les autres Ouais, déploient. garde là la punchline. Ouais, ouais. Et non, mais c'est vrai. Et donc, il faut aussi débattre, il faut aussi mettre des garde-fous, etc. Mais let's go, quoi. Il faut un peu exécuter. Et il y a toute une partie, bien sûr, de la société qui exécute comme ça. Il nous faut nos garde-fous. Mais on a tendance, si on devait faire une matrice, à être un petit peu plus du côté Lacan, Barthes, que le côté Hmm. pragmatisme protestant, calviniste, que peuvent avoir certains autres pays. Et ça se voit aussi, tu vois, genre un autre sujet où je pense ça va être un peu bizarre en termes de changement. Tu sais, t'as une directive européenne qui fait qu'en juin 2026, tu auras une transparence salariale qui devrait être faite à l'externe et à l'interne, et aucune boîte n'est prête à ça. Aussi parce que, comme tu dis, c'est d'abord, les gens quand tu leur demandes où ils en sont, ils disent, bah, on en parle, mais t'es là, vous avez 6 mois pour créer une transparence salariale dans un groupe de 80 000 personnes. Ce serait le moment de faire plus que d'en parler, peut-être, non? Grosse opportunité de monter des boîtes. Plus il y a de législation en Europe, De plus tu fou. peux monter des boîtes parce que la Ouais. grande majorité de ces boîtes-là te permettent de tacler cette législation. Donc c'est un moment fantastique en Europe pour se lancer sur tout ce qui est service professionnel. Oui, il y a pas mal de trucs. Mais écoute, je te rejoins. Merci pour l'intro générale. Après, on va plonger du coup dans le monde du recrutement. Avant ça, j'ai un petit jeu du Et jour. Léo, Ouais, dis-moi. je peux juste avant le jeu, je peux Bien juste sûr. faire genre 3-4 points. Donc parce que c'est important. Le Ouais. premier bloqueur, c'est le leadership. Si le DRH ou le PDG considère l'IA comme un gadget ou une menace, c'est mort. C'est mort d'avance. Le deuxième, c'est la paralysie du choix. Il y a tellement d'outils, tellement de process, etc. etc. Donc, en fait, tu fais. Moi, j'ai vu des boîtes qui passaient 6 mois à faire des benchmarks, des POC, des comités de pilotage, et au final, ils n'ont rien. C'est ce que j'appelle. On appelle ça en anglais le pilot purgatory. Donc, si tu Hmm. penses Hmm, à, hmm. à- à Dante et la comédie divine, Divine Comedy, c'est le purgatoire des pilotes. 90% des projets, ils restent coincés. Le troisième, c'est qu'il n'y a pas de carotte. Le quatrième, c'est un peu la culture. Et le cinquième, c'est ce dont on parle souvent, c'est l'état d'esprit figé, parce qu'on est confortable et il y a du battage médiatique et De ça va fou. prendre nos emplois, etc. Donc en gros, voilà les 5 post-mortem qui peuvent tuer un projet. Trop trop bien. Et ça, enfin, le dernier que tu dis, il est un peu intéressant sur le fameux donc, état d'esprit figé, donc le fameux fixed mindset dont on parle. C'est un truc que nous, tu vois, on va beaucoup en recrutement. Avant même l'arrivée de l'IA, en fait, il y a ce côté, je fais ce job, tu vois, depuis des années, pourquoi est-ce que je changerais de manière de faire? Et je Mm. pense que Internet a accéléré ça, les réseaux sociaux ont accéléré ça, et là, du coup, l'IA fait que ça devient exponentiel et tu peux plus, en fait, avoir cette mentalité-là. Enfin, sinon, c'est presque ton arrêt de mort, tu vois, genre, pour beaucoup de métiers, de process comme le recrutement, c'est très difficile de se dire que tu vas pas forcément passer à autre chose, quoi. Mais bon, après, voilà, chacun est maître de son employabilité. Et nous, on fait tout pour aider les recruteurs et les recruteuses, justement, se rendre irremplaçables, mais au maximum à l'heure de l'IA, et deux, aussi, pour justement, pour le coup, remplacer ce qui ne sert à rien dans leur quotidien à faire à la main, genre trier Ouais. 500 CV. Aucun intérêt. Good, la petite pause avant qu'on parle vraiment du coup, bah, pour le coup 100% recrutement et tous les cas que tu as pu voir et raconter. C'est jamais les mêmes jeux par rapport aux invités et j'en ai choisi un pour toi qui va être assez chouette, je pense. Le jeu, c'est J'ai l'avocat du très diable. peur. Ça s'appelle l'avocat du diable, donc je te lance pour le jingle. L'avocat du diable. Tu dois défendre une cause auquel tu ne crois pas et donc tu vas me convaincre en 1 ou 2 minutes que l'IA, ça sert absolument à rien. Tu t'y attendais pas à celle-là. Bah, ouais, non, elle est très bien. En fait, je trouve que l'on fait des métiers qui ne sont pas adaptés à l'être humain.
surtout dans les métiers dits de la pensée ou des métiers dits intellectuels. On fait beaucoup d'entrée de données, on tapote sur des claviers, etc., etc. Et en fait, l'IA ne fait qu'exacerber ce genre de métier qui est en fait ce qu'on appelle les bullshit jobs, qui en fait ne sert pas à grand-chose. Donc, en effet, mettre un accélérateur sur quelque chose qui déjà ne sert à rien, ben, ça ne sert à rien. Donc, tu multiplies quelque chose, tu multiplies 0 par 1000 ou l'infini, ça ne sert à rien. Et on ferait bien mieux. Moi, j'habite un peu à la campagne. Et j'ai beaucoup de respect pour le métier d'agriculteur, pour les maçons, pour les ouvriers, pour les mecs qui t'installent la fosse septique, pour l'apiculteur d'à côté. Je veux dire, c'est incroyable ce que cette personne-là est en train de faire. On n'utilisera pas l'IA pour son métier, je pense, peut-être plus tard, mais l'adoption sera vraiment beaucoup plus tard. Donc en fait, c'est un petit peu... je suis en train de défendre le fait que est-ce que nos métiers servent vraiment à quelque chose ou on est dans une espèce de bulle intellectuelle où on fonce droit dans le mur alors qu'on pourrait être en train de faire des choses vraiment concrètes qui nous donnent du plaisir. J'aime bien. T'as vu sur quel du sujet, c'est parfait. Et du coup, il y a aussi un côté, moi, ce que j'aime bien, un côté philosophique avec tout ça, parce que ça te fait repenser justement le rapport que tu as au travail. Et tu vois, hier, j'ai un article qui était intéressant sur ça, qui disait que ça va remplacer, en fait, au final, tous les bullshit jobs. Genre, l'IA, en fait, est la solution aux bullshit jobs, parce que ça va les détruire par définition, parce que les gens vont réaliser que tu as des gens qui font des métiers qui sont pas forcément utiles, donc qui vont enfin faire un truc utile de leur vie. Et donc, potentiellement, tu as un impact positif sur le rapport au travail, où les gens vont enfin faire un métier qu'ils aiment, voire faire une reconversion, comme tu dis, pour être manuel. Enfin, moi aussi, je vais à la campagne, là, quand je regarde par la fenêtre, littéralement, genre, j'ai mon éleveur laitier qui est en train de construire un hangar. Bah, du coup, ça, l'IA n'a pas lui faire pour l'instant, quoi. Pas encore. Par contre, j'ai construit une cabane pour mes ânes il y a un mois et j'ai tout fait sur Gemini. Il m'a fait tout le plan, Le etc. plan, ouais. Et c'est en train d'être construit. C'était 90% bon. Donc, Trop on bien. a un peu allu sur le côté architecte. Mais bon, là, on est trop Trop stylé. français, tu vois. On est trop. J'adore. On est. Ouais. Non, mais c'est trop marrant de voir que tu peux en effet faire un truc très manuel, mais avec un plan. Enfin, si t'as pas les compétences, ça va t'aider à le faire étape par étape. Et après, voilà, tu nous diras si ça tient dans 2-3 ans, si elle s'est pas écoulée. Mais normalement, il n'y a pas de problème si tu J'ai reçu vérifies derrière. beaucoup d'aide sur la construction. On Ouais, aide de beaucoup fou. parce que c'était très très mal parti. C'est très difficile de planter des poteaux et d'être droit et d'être niveau. Ouais, je comprends tout à fait. Bah écoute, on souhaite, on espère que tes ânes seront au chaud du coup cet hiver. Deuxième partie pour toi, c'est vraiment des cas d'usage précis sur l'IA. Ce que je te propose, c'est juste qu'on soit vraiment là dans du méga concret parce que les cas d'usage IA, les gens qui nous écoutent, ils en voient une petite partie, mais je suis que d'avoir les tiens. Donc en gros, si tu veux, on peut en prendre 2 ou 3. Et tu me dis, toi, en gros, bah, c'est quoi toi le cas que tu as vu dans une boîte qui était un de tes clients par exemple, ou un truc que tu aurais vu genre hors d'ailleurs tes clients à toi, et qu'est-ce qu'était le problème, qu'est-ce que tu as mis en place et quels étaient les résultats grosso modo, une sorte de rétro-engineering, tu vois, de ce que tu as pu mettre en place. Je peux t'en proposer deux. Le premier, c'était le plus simple à mettre en place. C'est souvent là que je recommande de commencer, disons. Donc, c'était une équipe de recrutement. C'est une équipe de recrutement. C'est une scale-up tech. Ils font du deep tech. Personne ne les connaît, mais ils sont assez gros. Il y a 6 ou 7 recruteurs, donc c'est déjà pas mal. Mais ils recrutent pas tant que ça, hein. Mm. Parce que c'est des profils très pointus, très compliqués. Alors, eux, on s'est rendu compte quand on a fait le diagnostic, l'audit, ils passaient 45 minutes par annonce, en gros. Et le problème, c'est qu'ils copiaient-collaient la même annonce partout, LinkedIn, Indeed, Welcome to the Jungle, machin, machin, même texte. Et le texte était truffé de termes comme de termes qui n'étaient pas terribles Ouais, en du fait. jargon, ouais. Voilà. Et il faisait fuir. On pense que ça faisait fuir. Et il y avait un biais aussi apparemment. Il y a eu une petite étude. Potentiellement, ça faisait fuir les candidates Hmm. féminines. Il y a des études là-dessus, le langage genré, Ouais. etc., etc. Et le pire, c'est qu'ils ne le savaient même pas, hein. Je veux dire, personne ne relit ces annonces avec des lunettes de biais inconsistants. Donc ça, on a pu le foutre dans le modèle. Implémentation, c'était très simple. On a commencé par un prototype en 3 jours. On a utilisé Claude avec un prompt bien structuré qui fait 2 choses. Il prend les annonces, il génère 5 variantes. 2, il scanne automatiquement le texte pour les biais linguistiques. Et le prototype, il a tourné 2 semaines sur Google Sheets et Claude. C'était basique. Et après, ça a été intégré dans l'ATS. C'était Tim Taylor. Ouais, Team Taylor. Hmm, hmm. À travers Make. Donc ça, c'est un peu technique, mais c'était pas compliqué. C'était un workflow automatique. Et puis le recruteur, il crée son annonce brute maintenant et le système génère les variantes. Et il y a une petite option avec les flags. Et il y avait des outils qui existaient qui te font ça, mais en gros, ça valait pas le coup parce que c'était déjà en place. Hmm. La partie la plus dure, c'est la partie c'était pas la partie techno, c'était de convaincre les recruteurs seniors que leur prose n'était pas assez parfaite. Et il y en a même un qui m'a dit, mais ça fait 15 ans que j'écris des annonces et c'est un petit peu mon style. Mais le truc, c'est qu'on a réussi à reprendre son style, en fait. Oui. Et donc après, au niveau des chiffres, c'était temps par annonce, tu passes de 45 minutes à 2.
Et il y a une augmentation sur les candidatures féminines. Alors après, on ne sait pas si c'est sur les annonces ou si c'était sur un autre engin qu'on a mis en place, justement pour pouvoir les attirer. Voilà. Et donc, ça a coûté moins de 5 000 € tout ça. Et retour sur investissement, ça a mis 4 semaines. Euh, Hmm, 4 semaines à peu près. trop bien. Non, non, pour scoping et tout, il y avait 2 semaines, disons 6 semaines en tout. Ouais, mais c'est déjà, enfin, 6 semaines, c'est rapide quand il pense par rapport à tout ce que ça sert derrière. Mais C'était pas mal, hein. mm, C'était, mm. franchement, c'était pas mal. Après, celui-là, il était assez simple. Si on pense à un truc qui était genre haut impact. Ouais, Avant que vas-y, tu passes à un pardon. deuxième truc, ouais, j'aimerais bien revenir. Là, en gros, ce que tu dis, c'est que d'abord, tu as fait un proto sur des outils assez simples, et ensuite, tu l'as Oui. dit que tu l'avais intégré à l'ATS. Ça, du coup, toi, ton avis, donc, alors, je sais pas à quel point est-ce que du coup, tu travailles avec beaucoup d'ATS ou quoi, mais ils sont pas tous forcément OK pour avoir genre une API ouverte et pour des intégrations fiables. Là, du coup, tu dis qu'avec Tim Tyler, c'était OK, tu as pu l'intégrer. Toi, tu penses que c'est ça, en fait, qui est la solution, d'intégrer ton proto, de le transformer dans quelque chose qui va être intégrable directement dans l'ATS, ou est-ce que Ouais. c'est viable d'avoir quelque chose à côté, tu vois, qui tourne? C'est une discussion d'1 heure qu'on pourrait avoir. C'est le buy or build. En gros, est-ce que tu vas changer tout ton système parce que tu peux pas bénéficier de l'IA? Parce que déjà, s'ils n'ont pas des API flexibles, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne structure. Vous dépendez d'eux. Et eux, ils vont vous dire qu'ils vont vous rajouter les features, ils vont rajouter les fonctionnalités. Mais Dans tu 3 ans? dépends d'eux, tu dépends de leur roadmap, tu dépends du modèle qu'ils utilisent. Donc c'est un gros souci, la question que tu poses. Typiquement, quand tu cherches tes premiers cas d'usage, tu essaies de faire en sorte qu'ils se fondent dans la masse de ton infrastructure. Mm, mm. Donc, s'il n'y avait pas eu Tim Taylor, on n'aurait peut-être pas fait ce cas d'usage parce qu'il n'aurait pas pu aller dans l'ATS. Ouais. Et moi, je ne suis pas directeur techno, je ne suis pas RecOps, donc très facile pour moi de dire, bon, on a un petit outil qui marche à côté et puis on va s'en servir. Si j'étais RecOps, je dirais non, les gars, on veut simplifier. Euh, donc, compliqué. Décision de l'équipe Ouais. ou de la direction, en gros. Ok, très clair. Merci. Et donc, du coup, tu avais dit un deuxième cas d'usage que tu avais. Oui, Plus bah en compliqué. fait, on va peut-être en faire deux, parce que j'en ai un autre qui a beaucoup d'impact, mais qui est un Trop peu bien. plus compliqué, dont j'avais parlé, mais je peux le faire assez rapidement. Le deuxième, c'était un peu plus costaud, donc c'est cabinet de recrutement, donc c'est pas la même boîte. Là, c'est un cabinet, ils sont spécialisés IT, comme tout le monde. Eux, ils sont 12 consultants qui étaient spécialisés IT. C'est une grosse boîte, mais ils en avaient 12. Et leur quotidien, on s'est rendu compte qu'ils passaient leur temps à lire des centaines de CV à la main et ils scrollaient sur LinkedIn et envoyaient des messages LinkedIn qui ressemblaient à du spam. C'est le classique bonjour, j'ai une opportunité, Euh, blablabla. On fait toujours ça. Côté CV, il passait à côté de pépites, on pense. Et il y a un chef de projet qui a livré 3 projets pendant le Covid, mais qui n'a jamais écrit gestion de crise sur son CV. Donc ça, c'était passé à la poubelle, par exemple. Et l'IA de l'ATS, ils ne voyaient pas le mot-clé. Donc le profil, il passait à la trappe. Donc ils avaient un ATS correct. C'était le taureau, là, le bullhorn. Ah ouais, ouais. Mais ils l'utilisaient comme un classeur, pas comme un outil intelligent. En gros, implémentation. Le client, donc c'était un projet de 6 à 8 semaines. Je crois que c'est le quatrième. Il y avait 2 chantiers en parallèle. Le premier, c'était le parsing intelligent. Et le second, c'était le sourcing. Le Ouais. sourcing personnalisé. Après, je peux te parler du stack, etc. Si ça t'intéresse. On a utilisé sur le sourcing, on a utilisé un outil dont se servent beaucoup les vendeurs, c'est Clay. On a créé un système qui génère des messages LinkedIn basés sur le vrai parcours candidat. Mm. Pas du templating bête, hein. L'IA, elle lit le profil, elle identifie 2-3 points saillants, machin, machin. Sur le principe, c'est Euh, intéressant. Tu parlais de Clay, par exemple. En gros, il venait quoi? Il venait pour enrichir tes profils dans ton ATS ou enfin, c'est c'est quoi tout. l'usage que tu lui donnais? Ouais, Bah, c'est que ça. en gros, c'était l'enrichissement des données et l'emlist pour l'envoi séquencé. Donc, c'est pas Ok, compliqué, hein. ok, ok. Donc, Clay pour l'enrichissement, Ouais, l'emlist pour l'envoi séquencé. trop bien. La partie adoption, c'était la partie compliquée. Les consultants, ils avaient peur de perdre leur touche personnelle. Mais c'est exactement le contraire. Bah On oui. a fait 3 sessions de formation pour leur montrer que c'est pas l'IA qui a écrit à leur place. C'est un assistant qui a tendance à catalyser et à amplifier votre voix. Et c'est eux qui deviennent rédacteurs en chef. On est tous rédacteurs en chef, en gros. Eux, ils ont juste à valider, ajuster, ils gardent le contrôle. En gros, c'est ça. Et les taux de réponse LinkedIn sont passés, alors sans exagérer, on est passé de 3% à environ 20% grâce à ça. Peut-être un peu moins. Ouais, Mais 3%, ça, c'est chaud. ouais, non, mais je crois que c'était de 3 à 15 et tu pouvais Ouais, voir les résultats sur l'Emlist directement. Et temps de tri de CV, bah, c'était zéro, quoi. Je veux dire, bien sûr. avant, ils faisaient du volume, maintenant, ils font de la précision. Donc ça, c'était cool. Et après, il y a un autre cas d'usage qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus ambitieux. Donc une fois qu'on a passé les cas d'usage quick win, les petits, les faciles, on est passé sur un truc qui a temps d'implémentation, genre, je pense que c'était quand même du 3-4 mois, avec un bel investissement. Donc ça, c'est haut impact
complexité élevée. Et ça, c'était la même boîte dont je te parlais au début. Donc, c'était la Scale-Up Deep Tech. Eux, ils sont 400, je crois. Et ils cherchent des experts IA. J'en avais parlé au Talent Lab. Ils cherchent des experts IA, comme tout le monde, et machine learning. Et c'est le genre de profil qui reçoit, en gros, en ce moment, 50 à 100 messages par semaine sur LinkedIn. Bien sûr. Et eux, ils ont 0 candidature spontanée qualifiée. Les vrais experts, ils postulent pas, etc., etc. Et je crois qu'en budget annuel, en cabinet de recrutement, bon, enfin, tu peux deviner, quoi. C'était Ouais, énorme. c'était $250 000 ou 2 millions, quelque chose comme ça. Et le temps moyen pour recruter un expert, c'était genre 8 mois. Ouais. Il faisait du sourcing classique, LinkedIn Recruiter, requête Boolean Search. Ils ont utilisé, comment ça s'appelait, la Juicebox un peu, qui était assez cool, comme tout le monde. Et donc, implémentation. On a complètement inversé l'approche. Au lieu de chercher des gens qui cherchent, on a construit tout un système pour détecter les gens qui vont bientôt chercher. Ce qu'on appelle les signaux faibles. Ouais. On n'était pas sûr que ça marcherait, on a fait un petit proto, ça marchait. Donc on allait sur Arxiv, les publications scientifiques, qui publie quoi, à quelle fréquence, un chercheur qui publiait tous les 3 mois, qui n'a rien sorti depuis 6 mois, c'est un signal. Soit il bosse sur un gros projet, soit il s'ennuie. Et c'est les experts qui nous ont apporté ce genre de... Ouais, tu peux le deviner ça, bien sûr. Non, aucune idée. GitHub, bien sûr, et ensuite LinkedIn. Mais pas les profils, on cherchait les patterns. 3 collègues qui quittent la même équipe en 2 mois, gros signal. Anniversaire de 2 ans dans l'entreprise, statistiquement c'est un gros signal. Le stack technique c'était Python, donc Python pour le scraping, Claude pour l'analyse, donc le côté IA c'était Claude, Airtable c'était le CRM, Ouais. et N8N c'était l'orchestration. Prototype qui a mis 3 semaines, avec le scoping ça a mis 4 semaines, intégration complète 4 mois, parce qu'on a dû itérer sur les signaux. Et la partie humaine, d'abord, l'équipe de recrutement qui devait changer de comportement, sa façon de penser. Tu en as toujours 30% qui sont chauds, 30% qui suivent et 30%, qui ont vraiment pas envie et ça va mettre un an. Les autres 10%, ils ont quitté la boîte. Et tu passes de je cherche des candidats à je cultive des relations. Alors, c'est ça qui est beau. Tu n'es plus sur je cherche du candidat, tu es sur je cultive la relation. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on refait un petit peu la raison pour laquelle on est devenu recruteur. C'est pas pour mettre à jour les ATS en fait. C'est pour créer de la relation, on aime bien l'être humain. C'est pour ça qu'on a étudié psychologie, qu'on a fait des écoles de business, etc. C'est un autre métier. Et le board, eux, ils voulaient les résultats en 2 mois, normal. Ils voulaient réduire les coûts. On a dû expliquer que ce genre de recrutement, déjà, c'était du nurturing. Donc ça, c'était la gestion des attentes. D'ailleurs, on crée un petit outil pour ça. Je pourrais peut-être t'en parler avec un scorecard, des battle cards, etc. Trop stylé. Où on scrape plein de benchmarks et on crée des battle cards. Et voilà. Et donc, en gros, en 6 mois, on a réussi sur ce cas d'usage donc, il y a 147... je le sais parce qu'on a eu le meeting hier. 157 maintenant chercheurs, développeurs contactés avant qu'ils soient sur le marché. Okay. Et 12 recrutements impossibles. Entre guillemets. Oui, considérés comme impossibles. Pas en recherche active. Voilà. Okay. Voilà. Et ça, en cab, ça aurait coûté à 30K par personne. Comme tu dis, tu es quasiment à ton demi-million, donc ça fait sens. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est aussi qu'il y en a un qui n'a pas été débauché, mais qui bossait chez un des GAFAM. Ouais. Et qui nous a contactés pour licencier l'approche, en fait. En disant, OK, ça pourrait peut-être intéresser, on a été mis en relation. Bien Donc sûr. c'est ça le futur de recrutement, en fait. Plus attendre les candidats, les identifier avant qu'ils ne sachent... qui sachent eux-mêmes qu'ils sont candidats. C'est Minority Report du recrutement. Mais c'était du lourd. Hein. On a bossé comme des fous là-dessus. Et je te dis, c'était le 4e, 5e cas d'usage. On avait déjà notre équipe, on avait déjà la direction qui avait adopté l'approche. On avait du temps dédié des développeurs. Donc on avait vraiment fait beaucoup d'adoption au sein de l'entreprise. Ce que j'adore dans tout ce que tu dis là, alors outre le résultat qui est génial, la stack qui est intéressante et le fait que du coup ton process est bien, c'est que ça va en lien avec, tu vois, nous c'est un truc avec Elise, mon associé, on se voit depuis 4 ans pour parler du T-shape recruteur. Donc en gros pour nous le recruteur de demain, il n'est pas que RH, il n'a pas que des compétences RH, il a des compétences growth, des compétences commerciales, des compétences marketing. Et dans tout ce que tu as dit là, tu vois, en fait, c'est la preuve que l'IA en fait permet vraiment de devenir T-shape parce que ton nurturing, tu peux le faire du coup de manière quasiment automatique et toi tu rajoutes ta pierre derrière.
tu parlais un peu des intents. Enfin, tu sais, avec Clay, tu vas un peu tes buyer intent. Bah, là, du coup, c'est du recruitment intent. Tu vois, je vais aller deviner si les gens sont oui ou C'est non ça. intéressés par ce que tu vas leur proposer. Et du coup, en fait, toutes ces compétences qui jusqu'à présent étaient réservées à d'autres métiers avec leurs propres outils, tu peux les incorporer dans le recrutement. Et ça, du coup, c'est génial. Et comme tu dis, ça fait que ton métier devient un métier vraiment axé autour de l'humain, vraiment axé autour du coaching. Et en vrai, je vois pas comment est-ce que des gens pourraient refuser ça parce que c'est génial quand ils pensent. Ton métier redevient Bah enfin oui. beaucoup plus intéressant et stratégique. Et on n'emmerde pas des candidats qui en ont rien à secouer de notre poste. Ouais, Au contraire. de fou. Avant ça, alors après, du coup, on passera au dernier jeu et dernière partie qui était ce que tu m'avais dit au début. Mais avant, j'ai une question importante. C'est parce que tu l'as dit là, donc j'en profite. Le côté implémentation. En gros, tu vois, là, donc, ton épisode qu'on enregistre là, il sera incorporé dans une série de 5 ou 6 épisodes qui est sur le RecOps. Tu connais sûrement ce terme de RecOps comme SalesOps, Mhm. comme tout ce que tu veux. Pour toi, c'est quoi les conditions de succès à l'adoption de ce que tu proposes là? Là, du coup, tu as dit ce que tu mettais. Qu'est-ce Euh, qui fait que ça marche, tu vois? Ouais, ouais, non, et pareil, on pourrait passer pas mal de temps. On va faire bref et concis euh, et succinct. Alors, côté humain, c'est 70% du succès. Premier ingrédient, c'est ce qu'on appelait le growth mindset, état d'esprit de croissance, Ouais. nani nanana. Les gens qui disent c'est du battage médiatique, etc. Ils ont parfois raison, mais il faut pas être trop laquant. Ensuite, il faut des champions en interne. Des Comment gens tu curieux, les trouves, ceux-là? ils existent déjà. Ouais. Dès que tu postes sur SharePoint, sur Microsoft Teams ou sur Slack qu'il y a un projet, ils vont venir. C'est comme les abeilles vers le miel. C'est des gens curieux qui expérimentent déjà dans le coin. Vous avez déjà vos champions IA en interne. Il y en a toujours. Souvent, c'est le junior qui utilise ChatGPT en cachette, qui connaît Claude, machin, Mm. machin. Et surtout, une direction qui comprend. Pas qui dit oui, oui, l'IA, c'est important en réunion et qui bloque tous les budgets ensuite. Une direction qui capte ce que c'est l'augmentation par rapport à l'automatisation, pas le remplacement. Qui accepte qu'on soit en mode jour 1 tous les jours. Parce que ça bouge tellement vite qu'il faut accepter d'apprendre en permanence. Direction difficile à changer. Donc soit tu rajoutes, soit tu enlèves, ou sinon tu changes de boîte. Côté techno, c'est 10% du problème. C'est tout. Sérieusement, genre la techno, c'est le plus simple. Mon conseil, c'est que tu commences avec un outil, un cas d'usage, pas 15 outils en parallèle. Claude, ChatGPT pour commencer, Notion, Airtable pour structurer, Make, N8N si tu veux automatiser, c'est tout. Cherche pas la perfection du premier coup. Ton premier prototype sera moche, c'est normal. C'est important de commencer. Et ensuite, dans le troisième côté, on a fait côté humain, côté techno, Mm. et côté organisation, c'est 20%, mais c'est critique. Il te faut une task force, une équipe dédiée. C'est pas un comité de 15 personnes qui se réunit une fois par mois, c'est deux trois personnes max. En fait, ça va être 4-5, avec du temps alloué et un mandat clair. Tu as un budget pilote, donc en moyenne, je compte 10 à 15 cas par pilote. C'est pas énorme, mais si t'as pas de budget, t'as pas de projet en gros. Et surtout, des cas d'usage avec du retour sur investissement démontrable rapidement. Pas des trucs stratosphériques, Ouais, des que ce soit trucs où. rentable. Mm. Voilà. Le parsing des CV, la génération d'annonces, l'automatisation des relances, c'est des trucs que tu peux montrer des chiffres en 4-5 pas jour, semaine. Parce que c'est ça qui débloque tes budgets pour la suite, en gros. Ouais, les gens sont convaincus par ça et après ils se disent ok super, enfin ça marche pour ça, viens on fait plus et on monte sur autre chose. Voilà. Mais ça c'est intéressant. Comment après tu vois là les deux boîtes dont tu parlais, les cas d'usage, c'est des boîtes qui sont plutôt petites. C'est quoi les conseils que tu aurais à donner enfin tu vois nous le gros de nos clients c'est des grands groupes genre des gros Ouais. ETI ou du CAC 40. Il y a beaucoup plus d'enjeux politiques, il y a beaucoup plus d'enjeux de juridiques, DSI qui s'en mêlent, etc. C'est Ouais. quoi les quelques astuces pour les gens qui nous écoutent et qui se disent moi je suis en grand groupe, je peux pas faire ce que me dit David. Non, mais tu peux. Enfin, vous pouvez parce que je fais ça pour des grands groupes aussi, hein. Pour des grands groupes qui ont énormément de politique, etc. Et c'est un peu le même principe. Alors, moi, je commence toujours avec un audit. Ça met, pour une petite boîte, ça met 2-3 semaines. Pour un plus grand groupe, ça met un mois, 2 mois. Et là, tu fais vraiment. Commences à comprendre les parties prenantes, etc. Ensuite, il y a une priorisation. Tu commences à prioriser matrice, impact, facilité. Et ensuite, tu commences à créer ta task force, ton Center of Excellence, où tu intègres compliance, legal, branding, Tout toutes le les parties monde. prenantes qui vont être des enablers, des facilitateurs, mais qui peuvent aussi être des bloqueurs. Comme ça, ils font partie de la prise de décision. Et la seule différence entre un grand groupe et une petite boîte, c'est la rapidité dans la prise de décision. Oui. C'est tout. Le reste, c'est à peu près la même chose. Et pilote, au lieu que le pilote soit en 2 à 4 semaines, tu multiplies par 2. C'est 4 semaines à 2 mois. Déploiement, montée en compétences. Une fois que le pilote marche, tu formes des proxys internes. Oui. Des gens dans l'équipe deviennent les référents. Moi, mon objectif quand je fais une mission, c'est me rendre inutile au bout de 6 mois. Si l'équipe dépend encore de moi après 6 mois, c'est pas Mm. terrible.
Et ensuite, étape 5, c'est ça, gestion des parties prenantes. C'est là que 80% des parties échouent, pas sur la techno, sur la politique. Tu as le manager qui a peur de perdre son équipe, tu as le DSI qui veut tout contrôler, tu as le DRH qui s'inquiète sur l'éthique, tu as le comité d'entreprise qui pose des questions sur les emplois. Et il faut accompagner le changement, pas l'imposer. Beaucoup de discussions, beaucoup de réunions. Le plus difficile, ce sont les agendas, que les gens se pointent au rendez-vous. C'est le plus compliqué. Une fois qu'ils sont dans le rendez-vous, là, on peut commencer à discuter, mettre en place. C'est du project management, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Donc voilà, c'est pas simple, ça met plus longtemps, mais comme tout dans les grands groupes, c'est beaucoup plus compliqué. Je dirais juste un truc. J'ai vu des projets pas mal où, en fait, t'en as qui passent sous le radar pendant 3 à 4 mois, qui passent en mode petite équipe. Chez Deloitte, on appelle ça Innovation on the Edge, l'innovation vraiment sur le bord. Et ils passent en mode, on va pas s'emmerder. C'est quelqu'un souvent assez lourd, là... la dame, elle a imposé dans cette boîte-là. Elle a dit, moi, je m'en fous, j'ai pas envie de m'emmerder avec toutes les parties prenantes. On va faire un pilote, mais on va se mettre sur le côté. J'ai déjà de la protection. Et elle se pose en anglais, on dit shit umbrella, le parapluie anti-merde. Ouais. Voilà. Tu peux aussi dire impediment remover, la personne qui enlève les bloqueurs. En gros, je vous protège, on y va, et j'ai une enveloppe, et ensuite on va montrer à tout le monde comment ça marche, et elle revient avec son cas d'usage, et ensuite on fait la prochaine étape. Donc tu as les deux approches. Moi j'adore l'approche bulldozer. Je préfère l'approche bulldozer, et tu t'embêtes quelques personnes, mais au final, c'est la rapidité qui compte aujourd'hui. Ouais, et puis c'est une approche growth au final, tu vois, genre tu vas un peu en mode pirate et tu verras plus tard la résolution de problème, mais au moins du coup tu avances et tu prends. Et puis aujourd'hui, tu as tellement une guerre entre entreprises et une guerre des talents ou quoi, qu'ils ont besoin de se dire on fait mieux que les autres et on est plus rapide et on est plus innovant, donc fair enough. Ouais. Trop bien, merci pour tout ça, trop intéressant. On passera après une troisième partie sur ton sujet que tu adores, qui est le second cerveau, comment on peut appliquer ça, tu vois, côté recrutement. Avant ça, j'ai du coup le dernier jeu de l'épisode, c'est l'heure du coup du Fast and Tam Tam. Première question dans le triptyque Claude, Gemini, ChatGPT, tu préfères quoi? Claude. Sans aucune hésitation, j'adore. 100% des recruteurs utiliseront l'IA quotidiennement, c'est plutôt en 2026 ou en 2036? 100%, ouais. 2036. 100%, ouais. Non, sans le savoir, 2026. Sans le savoir, j'adore. La tâche que les recruteurs ne feront plus jamais, pour toi? Allez, entrée de données dans les ATS. Ouais, j'avoue. Et celle que les recruteurs feront toujours, selon toi? Ouais, le relationnel. Tu préfères une année sans IA ou une année sans fromage? Sans IA. Ouais, ça... j'aime bien, genre, c'est là où tu sors le côté genre quand même, attends, le fromage. Un bon recruteur qui fait des mauvais prompts ou un mauvais recruteur qui fait des bons prompts? Un mauvais recruteur qui fait de très bons prompts. J'adore. Quel pays va gagner la guerre de l'IA? J'ai pas envie de réfléchir en termes de pays, je préfère réfléchir en termes de open source. Donc je vais dire le open source. Ok. Tu préfères garder que les agents IA ou garder que la saisie vocale si tu devais choisir un des deux? Les agents IA. Ouais. Utiliser des mauvais outils mais avec un growth mindset ou utiliser des outils géniaux mais avec un fixed mindset? Elle est pour toi, celle-là. Growth mindset, tu finis par créer tes propres outils. J'adore. Et dernière question, Google ou Microsoft, selon toi, qui gagnera la bataille de l'intégration IA dans le quotidien? Google, je suis 100% certain. Ok, très bien. Merci pour ce petit jeu, ça t'a plu? Oui, c'est cool. Compliqué. Et après, ouais. ça ressort quand c'est clippé, donc tu te fais pourrir 2 ans plus tard. Ouais, non, je vais éviter le coup de ce qu'on a clippé, n'est-ce pas? Mais pour les gens qui nous écoutent, on ne dira pas ce qu'on a coupé au montage, ce sera à eux et à elles de deviner. Ouais. Dernière partie, du coup, elle est sur donc, ce fameux truc de second cerveau. Quand je t'ai demandé ce serait quoi le titre idéal pour l'épisode, tu m'as dit, moi je veux qu'on dise le recruteur augmenté quand l'IA nous donne plusieurs cerveaux. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais nous expliquer cette histoire de plusieurs cerveaux? En fait, tu as plusieurs agents à ta disposition. Donc, tu as plusieurs. J'appelle même plus ça des stagiaires parce que c'est du niveau d'un junior, parfois d'un médior. Au niveau du code, c'est un médior maintenant. Donc, le concept, le truc, c'est que le truc qui a le plus changé dans ma façon de bosser ces 18 derniers mois, c'est le concept de ces seconds cerveaux, disons. Donc, pour le recrutement, je vais essayer de rester sur le sujet. On va dire que c'est une révolution silencieuse. L'idée, c'est au lieu d'utiliser l'IA comme un outil jetable, tu poses une question et tu as une réponse. Et tu repars à zéro à chaque fois. Là, tu construis un partenaire ou des partenaires permanents qui accumulent, ENT, du contexte, qui apprennent et qui te connaissent. Et ton cerveau humain, il est excellent pour la créativité, l'intuition, la prise de décision, la relation. L'IA, aujourd'hui, c'est que du autocomplete. C'est tout. Il arrive à prédire quel est le prochain mot. Il finit ton histoire, l'histoire que tu lui as donnée. Mais c'est à toi de définir l'histoire. C'est pour ça qu'on est rédacteur en chef.
Et par contre, ton cerveau, il est nul pour retenir 200 CV. Se souvenir de pourquoi un recrutement a foiré il y a 8 mois. Ou appliquer les mêmes critères de manière consistante sur 50 candidats. On me dit toujours, ouais, mais le problème des billets, mais il y a beaucoup plus de billets dans l'humain que dans les machines. Le second cerveau, lui, il oublie jamais, il fatigue jamais, blablabla. Donc, moi, je suggérais aux gens de commencer niveau 1. Tu fais un projet Gemini ou un projet Claude de base. Tu y mets, ou Copilot, si tu utilises Copilot, ou ce que tu veux, tu crées un projet dédié recrutement. Nom de ta boîte, dedans tu uploads ta présentation entreprise, ta culture, tes valeurs, tes fiches de post type, tes critères de scoring, ton tone of voice pour les messages candidats et tes templates de compte rendu. Niveau 2, tu ajoutes l'historique. Niveau 3, tu commences à brancher des outils. Mais déjà, fais le niveau 1. Et chaque jour, tu vas le voir avec, voici le contexte dans lequel je suis en ce moment. Au bout d'une semaine, il va commencer à vraiment te comprendre et vraiment savoir le genre de output que tu veux. Voilà, ça va être assez incroyable. Le niveau 2, tu ajoutes l'historique, donc les recrutements passés, ceux qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché. Et ton second cerveau va commencer à détecter les patterns que toi, tu as oubliés. Et je te disais, niveau 3, c'est tu branches les outils. Avec Cloud Desktop, tu as un truc qui s'appelle MCP, c'est les connecteurs. Tu peux brancher ton Google Drive, ton Notion, même ton ATS, si tu as un dev motivé. Et là, accès à tout et en temps réel. Il faut mettre des garde-fous, il y a des problèmes de cybersécurité, tu peux te faire hacker, etc., etc. Donc, à toi de voir le côté risque-retour sur investissement. Mais je te dis, moi, j'aime bien l'approche bulldozer et après, on répare un petit peu après. Pour moi, personnellement, s'il y a quelque chose qui fuite. Par contre, quand je suis en entreprise, on prend plutôt l'approche, on appelle ça, désolé pour les anglicismes, security by design. Ouais. On met la sécurité au sein de l'approche. Bien sûr, quitte à du coup devoir faire un truc qui sera un chouïa peut-être moins complet ou un chouïa moins avancé, mais tu peux pas, enfin, la base quand t'es je sais pas, même une banque par exemple, bah, tu veux pas te faire hacker tes comptes, en fait, c'est pas possible. Donc forcément, tu vas prendre l'approche la moins risquée, c'est logique. Oui, c'est ça. Ou quand tu es le ministère de l'Intérieur, comme c'était le cas il y a 2 jours. Ouais, on va peut-être éviter quand même de faire leaker des infos par rapport à ça, mais après voilà, on est jamais à l'abri. Ok, trop bien, merci pour ce concept de second cerveau. Et je sais que c'est un truc qui te plaît beaucoup. Sur LinkedIn, tu parles beaucoup de ce sujet-là et du coup, c'est pas mal d'éléments que tu racontes. J'ai tout partagé en fait. Sur LinkedIn, j'ai mis, si tu regardes les posts, il y a toutes les étapes pour mettre en place votre second cerveau, étape par étape, et après que les gens me contactent et je peux les. Oui, tu es très généreux là-dessus sur ton partage et c'est chouette parce que justement, tu vois, genre, à l'heure aujourd'hui de l'IA, tu as beaucoup de gens qui vont s'en servir pour cacher un peu la connaissance, alors qu'en vrai, ça sert à rien, juste partageons au maximum et laissons les gens avoir les choses. Après, il y a beaucoup de gens qui auront toujours besoin de toi pour les aider dans tous les cas parce que tout le monde n'est pas forcément capable de se motiver par soi-même. Ça a toujours été le cas sur n'importe quel projet. Donc, merci pour ça et merci de partager autant. Est-ce que moi j'ai une question finale pour toi, mais avant ça, est-ce que tu as un élément que tu n'auras pas abordé sur le rapport entre IA et recrutement, une phrase de conclusion ou 2-3 éléments que tu n'aurais pas dit, des exemples, des outils, j'en sais rien, un truc sur lequel tu voudrais conclure avant que moi je te pose la dernière question de cet épisode? Oui, alors je pense que le branding personnel est plus important que jamais. Je pense qu'il faut faire un travail de fou sur LinkedIn, que ça reste une plateforme vachement quali et vachement importante. Et je voulais plugger un petit outil qu'on a créé qui s'appelle Viral Brain, VIRALBRAIN, qui justement permet de... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde tes héros, qu'est-ce qu'ils postent sur LinkedIn, on regarde quels sont les patterns, et on l'adapte à ton ton. Parce qu'un truc important sur LinkedIn, c'est d'être très consistant sur le posting et de donner de la valeur. Donc je pense que dans un monde où on développe de plus en plus de fonctionnalités, le personal branding devient plus important que jamais. Aucun meilleur endroit que LinkedIn pour faire le personal branding, donc prendre ça au sérieux et vraiment investir du temps là-dessus. Et c'est pour ça que je plug notre outil viralblind.ai, parce qu'on est en train d'aider les commerciaux, les exécutifs, les leaders et aussi les recruteurs à avoir une voix plus importante sur cette plateforme. Trop bien. Bah écoute, je mettrai le lien en commentaire. Merci du coup d'avoir créé ça. Et je pense que tu crées tous les outils que tu crées, je suppose que c'est des cas d'usage que tu testes peut-être sur toi ou sur des clients. Après, du coup, tu te dis, tiens, ça mérite d'être un standalone et tu balances. Et ça, du coup, c'est chouette. C'est exactement ça. Très bonne idée. Dernière question pour toi pour finir l'épisode. Imagine que tous les deux, on se téléporte en 2050. Ouais, je sais, c'est dans longtemps. Tu redécouvres cet épisode. Genre, tu te trouves dans tes archives numériques et tu vois, tiens, c'est marrant, fin 2025, j'ai enregistré cet épisode-là. Je te réinvite pour parler exactement du même thème. Donc, l'IA et le recrutement. On est en 2050. Qu'est-ce qui aura changé pour toi? C'est très, très dur. C'est de la prospective. On n'en a aucune idée. Mais ton hypothèse dans, allez, 25 ans, ça fait aucun sens. Mais... Pour le recruteur? Ouais, ou même en général, c'était des visions générales. Mais... Donc je suis vivant.
Ouais, t'es vivant de oui, sinon... Ou alors t'as un Cool. hologramme IA qui vient raconter ça, mais... Ok, alors les CV n'existent plus, tu as un jumeau numérique, les entretiens peut-être qu'ils existent encore, mais pour évaluer les compétences, ça c'est réglé par les jumeaux, donc tu n'as même plus besoin de ça. Donc c'est plutôt pour la connexion humaine, est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne? Le matching est prédictif, et le plus fou c'est que le recrutement il devient bidirectionnel. Parce qu'aujourd'hui c'est les entreprises qui recrutent les gens, en 2050 c'est les talents qui vont recruter les entreprises, et tu as un agent IA qui filtre les sollicitations. Je pense que c'est plutôt du 2035 ou de 2032, ce que je suis en train de dire. 2050, ça dépendra des métiers qui restent. Peut-être que le recrutement, ça sera... t'appelles ton voisin pour voir s'il peut venir t'aider avec de la plomberie parce que, parce que tous les métiers numériques ont été ingurgités. Mm. Euh, C'est difficile. compliqué, hein. C'est compliqué, Ouais, t'imagines, c'est dans difficile. 25 ans. Déjà, dans 5 ans, on a déjà du mal. Et outre même le côté techno, même le côté géopolitique, le côté économique, enfin, t'as tellement de choses écologiques qui peuvent se passer que c'est assez chaud de s'imaginer ça. Mais bon, On va merci. dire ça, on regardera le recrutement tel qu'on regarde les petites annonces en papier aujourd'hui. Ouais, On se dira, en attends, ils mode, faisaient vraiment ça à l'époque? il fait Voilà, vraiment des ça messages sera... sur LinkedIn. Non, mais lol, Voilà, quelle non, mais hérésie. exactement, ça sera ça. Trop bien. Merci beaucoup, David, pour ton temps et pour tout ce que tu as raconté. C'était hyper intéressant. Je suis sûr que les gens vont adorer. Enfin, je connais bien les gens qui m'envoient des messages régulièrement et je sais que c'est un épisode qui va être dense pour eux et plein de valeurs, comme on dit sur LinkedIn. Donc, merci d'avoir pris ton temps pour ça. Je te mettrai aussi ton LinkedIn. C'est là où tu partages le plus de choses, où les gens peuvent te trouver. Après, ils peuvent te contacter avec tous tes projets que tu balances dessus. Donc, merci beaucoup et passe une excellente journée. Du coup, avec ton abri à Anne, j'espère qu'ils seront au chaud pour l'hiver, pour préparer 2026 tranquille. Ouais, merci à toi et merci pour ce que tu fais pour le podcast, c'est génial. Merci, bye David. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.